Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire passionnant. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui connectés de différentes villes et notamment de différentes organisations du Canada. Je m'appelle Hind El Mimouni et je suis coordinatrice bilingue à OCACI. Donc, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, j'aimerais rappeler qu'aujourd'hui, nous avons des services d'interprétation. Pardon. Oui. Donc, nous avons le service d'interprétation langage des signes québécois. Donc, pour les personnes qui ont besoin de ce service, veuillez cliquer sur l'icône globe et vous pouvez voir nos interprètes aujourd'hui. Aussi, veuillez noter que ce webinaire n'est pas seulement un moment pour écouter nos panélistes, mais aussi pour participer. Donc, n'hésitez pas à poser des questions via la fonction chat ou à lever la main pour partager vos réflexions. Donc, nous sommes aujourd'hui ici pour collaborer et apprendre ensemble. C'est aussi une opportunité de réseautage. Donc, utilisez le chat pour partager vos expériences, pour parler un peu de vous, vous introduire. Et à la fin des présentations, nos panélistes vont répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en utilisant le chat. Et maintenant, veuillez me permettre de commencer par lire la reconnaissance des territoires. Donc, je m'excuse, je vais repartager mon écran. Un petit moment, je m'excuse. Donc, je vais commencer par lire la reconnaissance des territoires. Donc, je voudrais commencer en reconnaissant les territoires traditionnels des peuples de l'île de la Tortue. La terre sacrée sur laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui a été un lieu d'activité humaine pendant 15 000 ans. Nous sommes reconnaissants et nous reconnaissons la terre sur laquelle Okassi se trouve, qui est un territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les peuples Mississauga de Crédit, Anishinaabe, Chipaway, Haudenosaunee et Wendat, et qui constitue aujourd'hui le foyer de nombreuses et diverses personnes issues des peuples des Premières Nations, Inuits et Métis. Ce territoire fait partie du pacte de la ceinture Wampum, un bol, une cuillère, un accord entre les peuples Haudenosaunee et Ojibwe et leurs nations alliées, établissant la responsabilité commune de partager et de prendre soin des ressources autour des Grands Lacs. Nous reconnaissons également que Toronto est couverte par le traité 13 signé avec les Mississauga de Crédit. Donc maintenant, je passe aux objectifs de notre webinaire aujourd'hui. Évidemment, le parcours migratoire est une expérience qui provoque un bouleversement dans l'existence de l'immigrant et de l'immigrante, dans la mesure où il entraîne de nombreux changements en remettant en cause les habitudes, les comportements et les valeurs culturelles établies depuis longtemps. Donc, nos objectifs aujourd'hui sont deux. Premièrement, discuter sur les défis auxquels les hommes, les pères immigrants sont confrontés dans leur nouvelle société, partout où ces défis peuvent se présenter. Donc, dans la vie personnelle, dans la famille, dans la vie professionnelle, etc. Deuxièmement, partager l'expérience vécue par un père immigrant. Et dernièrement, expliquer la réalité des demandeurs d'asile à travers une professionnelle d'établissement. Donc, pour atteindre nos objectifs aujourd'hui, nous avons nos panélistes. Nous avons Madame Yolande Douemepita, qui est la directrice euh, de programme d'été au sein du COPA national. Elle détient un doctorat en éducation du département de justice sociale de l'Université de Toronto. Elle a une maîtrise en service social et un baccalauréat en sciences sociales, administration et gestion des entreprises et du personnel. Sur le plan professionnel, Yolande a de l'expérience en recherche, en développement économique et en employabilité.
en éducation et en psychothérapie. Deuxièmement, nous avons notre deuxième panéliste qui est Monsieur Denis Ahué, qui est le coordonnateur du programme d'été au sein du COPA national. Il est diplômé en technique de travail social. Donc, laissez-moi mettre la lumière sur Monsieur Denis. Donc, il est diplômé en technique de travail social et prévention du suicide. Juriste de formation, il œuvre depuis plus de 10 ans dans le domaine de l'insertion sociale des personnes vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes et les enfants. Sensible à la cause féministe, il croit à l'importance de créer un environnement sécuritaire où chaque personne peut vivre et parler sans avoir peur de se faire ridiculiser, intimider ou se faire exclure. Et puis, notre troisième pénaliste, qui est Madame Julie Lutette, qui est graduée en Police Leadership Foundation du Collège Amber de Toronto. Elle est diplômée en gestion administrative, en gestion de projet et en immigration. Elle est la directrice générale de l'Auberge francophone, donc, où elle travaille dans l'accueil et l'intégration des immigrants d'expression française. Dans le cadre de son travail, elle aide les nouveaux arrivants francophones à s'installer à Toronto en leur fournissant du soutien par rapport au logement, liens communautaires et services d'aiguillage. Donc, sans plus vous faire attendre, j'aimerais inviter Madame Yolande à commencer sa présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Idy. Je vais juste partager mon écran avant de commencer. Mhm. Voilà. Donc, comme Idy l'a expliqué, on va parler un peu de l'intégration de l'établissement. Mais aujourd'hui, on parlera des hommes et spécialement des pères. Donc, moi, je vais commencer par vous partager une recherche que j'avais effectuée. C'était sur le défi que le père immigrant africain, francophone et d'origine subsaharienne qui vivent quand ils arrivent ici au niveau de Toronto. Disons, la recherche était vraiment focalisée sur les gens qui habitent à Toronto. Voilà. À travers cette recherche, je parlais de la problématique, pourquoi on a fait cette recherche, quel genre de questions qu'on s'est posées, la méthodologie qu'on a pris, qu'est-ce qu'on a rencontré comme difficulté au sein de, on a découvert comme difficulté euh, au sein des pairs, et puis leur retour réflexif, qu'est-ce qu'ils disent, et puis on finira par une conclusion. Je voulais juste demander à Ine de me faire signe parce que j'ai quelques minutes. Donc, si j'arrive à quelques 2 minutes qui me restent, de me faire signe pour que Mhm. je respecte l'heure. D'accord. Alors, pourquoi j'avais fait cette recherche? La problématique, c'était vraiment au niveau de mon implication communautaire. Le fait que j'étais impliquée dans la communauté francophone et je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau des hommes. Et ce qui faisait que les hommes se plaignaient, les femmes surtout se plaignaient. J'étais dans les groupes de femmes, ils se plaignaient des défis qu'ils rencontraient avec leur mari, entre autres, à la maison. Les enfants me disaient les défis qu'ils rencontraient avec leur père. Et je me posais la question de savoir pourquoi ces genres de défis. Alors, je suis allée regarder des études. Il y avait peu d'études qu'on avait effectuées sur les hommes. Alors, j'ai dit, ben, pourquoi ne pas réfléchir ensemble et faire une recherche avec les hommes. Et c'est là où je me suis focalisée sur les hommes africains, immigrants, francophones, d'origine subsaharienne. Alors, la question que je m'étais posée pour cette recherche, de quelle manière
la place et le rôle du père en provenance d'une société à dominance traditionnelle change-t-il suite au contact avec la société d'accueil à dominance moderne? C'était vraiment pour voir quelle était la place. Qu'est-ce qui change quand un père, j'avais pris plus à un père parce que un homme seulement sans enfant, il y a d'autres défis qui s'ajoutent quand on a des enfants. Alors, je dis, comment ils vivent cela? De quelle manière leur place et leur rôle changent? Et c'était ça vraiment la question de départ. Et comme méthodologie, en gros, donc c'était une recherche qualitative. Donc, on a fait des entrevues qui étaient semi-structurées. Dans ces entrevues, on a voulu voir un peu le profil, le vécu des hommes dans leur pays d'origine, leur expérience dans le pays d'accueil, les défis et les solutions qu'ils proposaient. L'échantillon, c'était à plus ou moins 10 pairs et il y avait plusieurs origines. Il y avait des Burundais, des Congolais de RDC, des Togolais, Camerounais et l'île Maurice et puis les Sénégalais. Et c'était les gens qui résidaient à Toronto. Et comme profil, c'était, ils devaient vivre, arriver ici depuis 6 ans, pas plus, et avoir des enfants et vivre avec eux dans la maison. Et un autre critère, c'était ils devaient venir directement de leur pays d'origine, soit l'Afrique au Canada. Et à partir de ça, après les entrevues, on a collecté des données, on a fait des analyses. L'analyse, c'était à travers les données, mais aussi on a fait d'autres analyses documentaires. Et à la fin, c'était la direction on avait pris, c'était vraiment une analyse narrative de ce qu'ils ont fait, de leur parcours de vie en tant qu'immigrants. Qu'est-ce qu'on a découvert, au fait, après cette recherche? Il y avait deux volets qui étaient des deux défis qu'ils avaient rencontrés. C'était cette difficulté de se créer. Quand on dit se créer, soi-même, à travers son identité, au sein de l'espace familial, et puis il y avait aussi au sein de l'espace public. Donc, il y avait deux éléments qui les conduisaient à cette difficulté. Alors, ils ont rencontré plusieurs enjeux euh, au sein de l'espace familial. Alors, d'abord, ces enjeux, je les ai regroupés sur un thème qui était vraiment au niveau de la construction de leur identité paternelle et au niveau de la modification de la place du mari dans la famille. Et c'était vraiment l'enjeu se tournait sur ces deux points. Le premier point, c'était sur cette identité paternelle et puis le changement de rôle de mari. C'était un conflit, ils rencontraient beaucoup de conflits intergénérationnels entre le père et les enfants. Donc, quand ils sont arrivés, il y avait beaucoup de conflits avec leurs enfants, et surtout les enfants à partir d'adolescents et qui grandissaient. Il y avait aussi les valeurs du milieu d'accueil. Ils se sont sentis un peu mis à l'écart. Les valeurs, la façon dont on le considérait ici, ils se sentaient comme s'ils étaient un peu à l'écart. Il y avait aussi le changement de comportement de la femme. Ils ont remarqué que leur femme, disons leur épouse, avait changé. Donc, ils n'étaient plus les mêmes femmes avec les mêmes valeurs qu'on les a connues quand ils étaient dans leur pays d'origine. C'est qu'ils avaient aussi constaté la conception des relations du couple. Pour eux, c'est que ici, on favorise plus la division, la séparation et non l'harmonie et le respect entre homme et la femme. Donc, ils disaient que cette société favorise plus une division au lieu d'une harmonie entre l'homme et la femme. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de divorces. Ils ont remarqué aussi qu'il y avait une perte d'une partie d'eux-mêmes en tant qu'hommes. C'est-à-dire, et là, c'était au moins 3 hommes qui avaient insisté en disant, on a perdu notre identité d'homme euh, une fois on est arrivé ici. Et puis, il y avait aussi l'isolement. Je vais vous donner quelques exemples d'une citation d'une personne que je vais lire. Euh,
Au niveau intérieur, il parlait justement du conflit intergénérationnel et de la relation du couple, les défis qu'il avait rencontrés. Il dit, au niveau intérieur, au sein de la maison, on est choqué que le fait de s'apercevoir qu'il faut souvent tout faire. Dans les pays en voie de développement, on a des personnes qui travaillent à la maison. On a des cuisiniers, des nannies, de personnes qui gardent des enfants. Et ici, le père doit participer car la maman ne doit pas tout faire. Et moins encore les enfants. L'homme est choqué du fait qu'il ait le rôle de cuisinier, d'aller laver les vêtements, etc. Tous ces travaux qui étaient secondaires pour lui dans son pays est devenu primaire ici. D'où le choc. Un autre choc du rapport qui existe entre parents et enfants. Les enfants, après avoir vécu un temps ici, ils voient un peu comment les autres enfants se comportent et pour eux, c'est normal. Ici, on leur enseigne leurs droits avant de leur parler de leurs responsabilités. Ce qui était un peu contraire chez nous, le père te dicte tes responsabilités, tu peux réclamer tes droits seulement après avoir assumé les responsabilités. Pour un père, c'est un choc incroyable et dur à supporter. C'est un conflit qui commence à se voir avec un parent qui hausse la voix. Or, si ici, quand on hausse la voix, c'est mal interprété, d'où le conflit perpétuel. Et ça, ce sont euh, des, des citations des participants, mais ces citations, on le voit aussi dans plusieurs recherches, comme chez Pourtois, qui partagent aussi. Un autre point, je peux lire, c'est au niveau de la perte d'une partie de soi. Il y avait un père, on met les chiffres, c'était parce que c'était confidentiel. Il dit, le rôle du père, je le vis comme un renversement du rôle, comme subalterne. L'autre a dit, il y a un mépris au niveau de la dignité du père. Un autre aussi dit, au pays d'origine, le père est le pourvoyeur de sa famille restreinte et élargie. Ici au Canada, oui, le pauvre, il a un sérieux problème, car la famille restée en Afrique attend une aide financière de sa part. Or, lui, il demeure dans l'incapacité de répondre à ses attentes, comme si cela n'était pas suffisant. Il est confronté à des lettres qui arrivent tout le temps et les téléphones qui sonnent toujours, mais eux ne savent pas que l'homme est en train de vivre, c'est que l'homme est en train de vivre. Le père qui est resté au pays, qui était à la classe moyenne ou élite, non seulement il est respecté par sa famille restreinte ainsi qu'élargie, car il est celui qui pourvoit. Il a un mot à dire, il a son réseau et quand il a un problème, le secours arrive. L'autre dit, ici au Canada, le père fait tout. Il est un homme de ménage, ménager, mais malheureusement, il ne peut pas toujours pourvoir aux besoins de la famille, ce qui faisait sa fierté. Donc, on voit euh, beaucoup de difficultés à travers. C'est très touchant quand on écoute tout ce qu'ils ont raconté. Au niveau de l'isolement, par exemple, l'autre a dit, pour moi, le défi était de subvenir aux besoins de mes enfants, ceux qui demeuraient encore au pays, apprendre à vivre dans un pays capitaliste, ainsi que de trouver du travail. J'ai fait de la dépression face à tous ces défis. J'ai été affectée psychologiquement par la solitude et l'individualisme des personnes. Ici, personne ne vous aide, personne ne vous prête de l'argent et on ne se dit pas bonjour avec son voisin. Donc, on a vu qu'ils ont vécu vraiment des difficultés au niveau familial intérieur. Il y avait aussi les enjeux qu'ils ont soulevés au sein de l'espace public. Et au sein de l'espace public, il y avait beaucoup plus la manque de reconnaissance des acquis. Là où il y avait au moins 7 participants qui avaient mis l'emphase. L'accès à l'emploi, ils avaient de la difficulté à trouver de l'emploi. Ils n'avaient pas de réseau. Il y avait un problème de langue. Ils avaient remarqué que ici, on était beaucoup plus capitaliste, matérialiste. Et il y avait même un qui avait dit, on pose la question de savoir, nous, quand on demande à quelqu'un, on dit, tu, tu viens de quelle famille? Ici, on pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, on regarde beaucoup plus le côté matériel. Le climat aussi au Canada, c'était très difficile pour certains. Et puis, son état, le fait de prendre la place du père. Tous avaient vraiment été affectés de leur identité au niveau, le fait d'être père. Encore une citation, disons, quelques citations sur l'esprit capitaliste. Un avait dit, on ne considère pas les gens selon leur sagesse, mais en fonction de biens matériels qu'ils possèdent.
L'autre, elle avait parlé sur l'état et la place du père. Il dit, cela me stresse de perdre mon rôle d'éducateur au détriment de l'école. Donc, ils ont trouvé que l'école prenait beaucoup plus de place en tant qu'éducateur que le père. Alors, on a, en gros, c'est qu'il y a ce retour réflexif de pères qui ont participé montre un peu un positionnement qui change sur l'implication de l'homme. Donc, leur positionnement change. Ce n'est plus la même personne qui était quand il était dans son pays. On a vu ça au milieu familial, professionnel, même au milieu local, communautaire. Ils ont vu aussi, ils ont trouvé que c'était très important de faire une démarche collective avec ceux qui connaissent bien leur réalité culturelle et migratoire. Il dit, on nous critique, mais on nous aide pas. Et c'est ça, parce qu'il n'y a même pas d'organisme qui s'occupe, il en existait, maintenant il n'en existe plus, et qui s'occupe des hommes. Il dit, on n'est pas informé. C'est important de mieux nous informer, de nous donner des ressources matérielles et psychologiques. Les femmes en ont. Il y a plusieurs organismes qui s'occupent de femmes. Il n'y en a pas ceux qui s'occupent des hommes. En conclusion, à travers cette recherche, on a vu qu'il y avait une perte de statut au sein de la famille qui était en relation avec la position sociale et la difficulté d'accès à l'emploi. Donc, beaucoup avaient vraiment cette difficulté, le fait qu'ils ont perdu non simplement leur rôle, leur privilège, mais également, ils avaient la difficulté à trouver du travail. Ils avaient aussi d'autres conséquences qu'ils n'avaient pas anticipées quand ils sont venus ici. Et même ceux qui avaient, comment on appelle ça, le statut d'immigrants reçus, ils n'avaient pas anticipé d'autres conséquences, c'est-à-dire la vie dans un contexte économique, la vie culturelle et sociale, les institutions qui a des répercussions sur lui et sur sa famille. Il ne pouvait pas imaginer que il peut pas euh, peut-être punir corporellement son enfant. Il y a d'autres institutions qui vont venir. Il n'avait pas compris le rôle de l'école par rapport à le rôle de l'école de son pays. Le changement aussi positif, c'était la rapidité administrative. Ça, ils ont trouvé que c'était un point positif. C'est-à-dire que dans leur pays, dans le pays d'origine, souvent, tout ce qui est administratif, c'est très lent. Et puis, ils ont dit, ben, le statut de la femme a beaucoup évolué. Et pour les hommes, c'était très bien. Cependant, ils n'étaient pas contre. Ils ont dit que cette évolution, c'est positif pour leur épouse. Cependant, eux, ils ont perdu leur privilège. Et puis, la perte de l'élitisme, ils ont trouvé c'est très bien. Ici, on regarde la personne avec ce qu'il fait, pas le fait de créer des élites dans la société. Et il dit, ça aussi pour eux, ils avaient trouvé c'était positif. Donc ça, c'était vraiment une étude exploratoire. Donc, on va essayer, on peut juste négocier, comment, nuancer un peu les expériences de participants et parce que on pourra prolonger ou bien aller un peu plus loin dans une autre étude beaucoup plus exploratoire pour voir aussi d'autres immigrants, peut-être de l'Afrique du Nord, faire des comparaisons, voir après cette étude s'il y a eu des changements jusque-là. Donc, en gros, c'était ça, c'est que je voulais vous partager sur la recherche que j'avais effectuée. Merci. Euh, je ne sais pas si je pourrais continuer. Donc, je vais passer la parole à Denis. Denis, il va nous parler un peu de ce que nous, on a dit, c'est une recherche, mais de l'expérience d'un père qui arrive ici. Comment ça se passe? À toi la parole. D'accord. Merci beaucoup, Yolande. Pour mon intervention, je ne vais pas partager mon écran. C'est juste un témoignage que je vais donner relativement à la recherche de Yolande qui s'applique à moi en tant que père immigrant. Et mon témoignage va se dérouler sur 10 points. Donc, je pourrais au fur et à mesure, pendant que je témoigne, donner mon expérience en
nommant les points. Et comment ça va se passer? D'abord, c'est avant d'arriver au Canada, ensuite, quand je suis arrivé au Canada. Et il faut dire que avant toute immigration, il y a un événement qui est déclencheur. Qu'est-ce qui fait qu'on quitte son pays et puis on va dans un autre pays pour immigrer? Et si vous lisez l'actualité du monde entier, si vous regardez des expériences des uns et des autres, des unes et des autres également, vous comprendrez qu'il y a toujours un événement qui fait qu'on va. Et dans mon cas particulier, il y a eu des élections présidentielles et ces élections ont été mal négociées et ça a créé beaucoup de frustration. Cette situation a entraîné des crises au plan social, au plan politique, et tous ces événements ont conduit à beaucoup de remous sociaux dans la vie économique et sociale du pays. Il y avait la fracture sociale, le système éducatif était vraiment perturbé, l'université fermait tout le temps, l'école secondaire, primaire fermait tout le temps, les enseignants revendiquaient. Ensuite, cela a entraîné beaucoup de violences dans les écoles. Les étudiants, les enseignants, et tout cela, et les grèves continuelles. Et cela entraînait souvent la fermeture des écoles. On ferme l'école un mois, on ouvre 2 semaines, ensuite on ferme 3 mois, on ouvre ensuite une semaine. Et tout cela a contribué à fragiliser toute la couche sociale. OK, devant cette réalité, qu'est-ce que je fais en tant qu'individu? Qu'est-ce que je fais en tant que mari? Qu'est-ce que je fais en tant que père de famille? Donc, mon intervention va jouer sur les trois. Les décisions que j'ai prises en tant qu'individu, en tant que mari, et puis en tant que père. Et donc, devant cette situation, mon point de vue va être mon projet d'immigration. Au plan individuel, j'ai réalisé que l'environnement dans lequel je vivais n'était plus propice pour moi. Il fallait voir ailleurs. J'ai commencé à réfléchir, voir. Lorsque je vais immigrer, quels sont les sacrifices que j'allais consentir? J'allais abandonner mon travail, mon confort social, ma patrie, mes proches, et tout cela, j'allais perdre tout cela. Parce que je sais que c'était l'immigration. Ensuite, j'en ai discuté avec mon épouse en tant que mari. Donc, j'ai mené plusieurs semaines de discussion avec elle pour voir, pour envisager le fait de partir tous les scénarios possibles de l'immigration. Tous les scénarios. Et mon épouse me disait, l'immigration, ça présente beaucoup de défis parce que c'est un nouveau départ. On va aller dans une terre nouvelle, on ne sait pas comment ils vivent et comment ça sera. Ensuite, bon, on n'en a pas vraiment discuté avec les enfants en tant que père parce que mes enfants étaient encore vraiment jeunes. J'ai 3 filles qui étaient encore jeunes, donc elles ne pouvaient pas comprendre ce qu'on appelle l'immigration, partie, tout ça. Donc, mais je savais que ça allait envoyer un changement positif ou des défis dans la famille. Et j'allais porter l'entière responsabilité en tant que père et initiateur de ce projet. Donc, avant de se lancer, j'ai pris le soin de bien réfléchir. Individuellement, les étapes de réflexion et puis de discussion. Comment ça va se passer? D'abord, mon choix a porté sur plusieurs continents, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Quels sont les pays qui offrent des garanties d'immigration? Quels sont les pays qui facilitent l'immigration? Ensuite, comme j'ai beaucoup d'amis à l'extérieur, je discute avec eux, donc chacun donne son expérience, chacun donne des avertissements, et ses défis, ses succès, d'autres font des mises en garde. Ils me disent, frère, si j'étais à recommencer, je n'allais pas recommencer. D'autres me disent, oui, c'est une bonne chose. Bref, chacun donne ses informations en fonction de sa réalité. Ensuite, je me suis tourné également vers les médias sociaux pour me forger une idée. C'est au plan individuel. Également, en tant que mari, j'ai discuté beaucoup avec mon épouse. Des discussions vraiment éclairées pour voir qu'est-ce que allait nécessiter le besoin des parties, qu'est-ce qu'on allait perdre, qu'est-ce qu'on allait gagner. Parce que nous deux, au pays, nous avions tous deux des emplois stables et bien rémunérés. Donc, notre situation financière était stable. C'est vrai qu'on n'était pas riche, mais on était de la classe moyenne. Donc, ça fait que, bon, quitter la classe moyenne pour aller répondre à zéro, vraiment, ça ne savait pas quoi faire. Donc, vraiment, c'était un couteau, comme je pourrais dire, un couteau à la gorge. Ensuite, en tant que père,
on a commencé à préparer les enfants déjà dans cette vision-là. On a commencé, en tant que père, commencé à rechercher les moyens financiers parce que ça nécessite beaucoup d'argent pour partir. Ensuite, ça nécessite des démarches administratives. Donc, on a commencé à réduire le budget familial. D'abord, le personnel des maisons, ceux qui faisaient le ménage et tout ça, on a laissé partir. Ensuite, ceux qui s'occupaient des jardins, on a laissé partir. Donc, ça fait déjà 2 employés partis, ça fait déjà 2 salaires on commence à économiser. Et puis, donc le ménage à la maison, si on partait, je savais que de l'autre côté là-bas, le ménage, c'était pas évident qu'on trouve du personnel de ménage pour s'occuper de nous. Et l'étape 4 va être la préparation et le départ. Individuellement, pour finir, j'avais choisi le Canada. Parce que quand j'ai lu toutes les informations sur l'immigration, le Canada offrait une meilleure politique d'immigration. Donc, c'était le Canada. Donc, chez moi, il faisait 3 heures du matin. Donc, je suivais Radio-Canada, l'actualité de Radio-Canada, tous les matins. À 3 heures du matin, je suis debout, je suis l'actualité jusqu'à 5h30 avant de me rendre au travail. Donc, je lisais, il savait tout ce qui s'est passé au Canada. Et tout. Quand il fait froid, comment les gens s'habillent, toutes les actualités du Canada, les faits divers, les accidents de la route, tout, je savais tout ce qui s'est passé. Et puis, il y avait des forums de discussion, des gens qui faisaient des capsules sur Internet pour parler du Canada, des expériences. J'ai regardé tout ça. Également, j'ai fait mon plan, je suis allé à la banque, commencé à faire des plans d'épargne pour le voyage. Puis, j'envisageais ma démission de mon emploi. Donc, d'abord, je vais demander une mise à disponibilité. Ça prend 5 ans. Et puis, après les 5 ans, si tu décides de ne plus travailler, là, tu rends ta démission totale. Donc, il fallait déjà prévoir ça. Au cas où ça ne marche pas, je pourrais toujours revenir. Donc, avec mon épouse également, on a fait le plan de voyage. On a réfléchi à une nouvelle carrière. Si on va au Canada, qu'est-ce qu'on va faire au Canada? Et puis, on a informé des proches. Bon, là, on n'informe pas tout le monde qu'on veut faire un voyage comme ces gens. C'est juste dans la famille ou les proches d'amis, il y a un cercle plus restreint. C'est là qu'on informe. Donc, ceux-là étaient informés, puis donnent des conseils. Et puis, avec mon épouse également, en tant que mari, on a fait des ententes de collaboration parce qu'on savait que l'aventure, ça allait nécessiter beaucoup de collaboration. Et puis, en tant que père, donc, j'ai mené toutes les démarches administratives, les papiers, les vaccinations. On a commencé à réunir nos diplômes, les certificats de travail, tout ça, tous les documents administratifs. Chercher, avoir le visa, les documents de voyage, billets d'avion, résilier le bail de la maison, et puis tous les services publics, les comptes bancaires, geler les comptes bancaires, et puis l'école des enfants, aller prendre les certificats de fréquentation. Donc, tous ces courses-là, on a fait. Ensuite, comme on savait que le Canada était un pays froid, il fallait, pour nous, il était important de trouver des vêtements pour le voyage. Bon, nous sommes dans un pays où on a l'été 12 mois. Donc, ce n'est pas évident de trouver des habits chauds. Donc, on allait fouiller dans tout ce qui était friperie pour chercher des manteaux. Bon. Et bon, quand j'ai acheté le manteau que j'avais acheté, il y a un ami qui m'a dit, mais ça, c'est un manteau de femme. Comment on fait la différence? Moi, j'ai juste un manteau pour ne pas avoir froid. Il me dit, c'est un manteau de femme. Je dis, OK, moi, je ne vais pas avoir froid. Quand je serai au Canada, je vais chercher un manteau d'homme. Pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé ici. Donc, ça, c'était avant le Canada. Et lorsque nous sommes arrivés au Canada, c'était en avril, début avril, la première semaine d'avril, nous sommes arrivés au Canada. Et on rentre dans la 5e étape, qui était l'étape visuelle. Au plan individuel, j'ai trouvé que le pays était beau. C'est un pays organisé, c'était sécuritaire. Et puis, j'ai vu que l'administration aussi était fonctionnelle. L'administration canadienne est vraiment fonctionnelle. On dépose les dossiers, ça va vite. Et puis, l'administration est diligente. Ensuite, l'information est vraiment disponible. Donc, en tant que mari, quand nous sommes arrivés, toujours dans la perception visuelle, on était satisfait d'avoir réussi le voyage avec mon épouse. Il y avait un bel esprit de collaboration. Et puis, on a commencé à prendre les décisions de façon consensuelle. En tant que père également, la famille vivait dans un bel environnement. On avait loué un bel appartement. On a vu que les enfants étaient épanouis. Et puis, l'éducation, c'était une bonne éducation. On avait des cadres de santé. Il y avait beaucoup de parcs. Bon, les parcs n'étaient pas encore ouverts parce que c'était vraiment début avril. On voyait là où on vivait, il y avait des parcs. Lorsque j'accompagnais les enfants à l'école, je voyais. Donc,
Et puis, le lien de la famille était devenu beaucoup plus restreint. Donc, c'était monsieur, madame, les enfants. On était plus restreint, on n'avait pas vraiment d'amis proches, alors qu'au pays, c'était de la grande famille. Et face à cette étape visuelle-là, il y a une seconde étape, la sixième, qui va être l'étape de la réalité. Individuellement, j'ai réalisé que la vie était stressante au Canada. Et puis, il faisait froid. Là, on quitte. Nous, quand il fait froid chez nous, en période de pluie, c'est 20 degrés maximum. Et là, quand nous sommes arrivés, on était à moins 3 degrés. Dans la première semaine, il faisait froid. Donc, les gens nous disaient, oui, il est arrivé dans une bonne période. On a passé l'hiver, maintenant on avait froid. On a trouvé le climat trop froid. Et puis, les relations humaines étaient froides. Les gens ne sont pas chaleureux au Canada. Nous sommes d'abord arrivés à Montréal. On a trouvé que les gens étaient froids. Quand même, quand on arrive à l'arrêt des bus, quelqu'un attend son bus. Tu lui dis bonjour, il ne te répond même pas. À peine s'il tourne pour te regarder. Bon, on a vu que les populations étaient trop individuelles. La vie était trop individuelle ici. Donc, en tant que mari, je réalise avec mon épouse qu'il n'y a plus d'employés de maison. Et puis, je discute avec elle, je sens que je vais l'aider à faire tout ce qui est ménage de la maison, accompagner les enfants à l'école, tout le ménage. Donc, je commence, on discute et je sens que je suis en train de perdre le pouvoir dans la famille. Et puis, avec les enfants, en tant que père, qu'est-ce que je constate? Je trouve que les enfants deviennent trop indépendants. Quand ils viennent de l'école, ils racontent tout ce qui passe à l'école, tout ce que l'école leur dit, tous les droits qu'on leur dit. Je sens que mes enfants ont des nouveaux droits. Lorsqu'on a pris la maison, comme j'ai 3 filles, on avait 2 chambres. Et la chambre des parents était la plus grande et la chambre était petite. Elles ont dit non, c'est pas normal, notre chambre est trop grande, nous on est serré dans notre chambre, tout ça. Pour finir, on a dû changer de chambre. Donc, nous, comme on était deux, on a pris la chambre qui est un peu plus petite et puis les filles, on leur a donné la grande chambre avec 2 grands lits. Donc, déjà, j'ai senti cette pression-là que les enfants sont en train de prendre beaucoup de place. Donc, ça, ensuite, il y a eu la pression de la langue. Et quand on est arrivé à Montréal, c'est vrai qu'on parlait français, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un autre français quand on parlait encore à Montréal, et le français québécois. Donc, c'est notre français. Et devant cette réalité-là, on va aborder une autre réalité qu'on appelle l'étape de l'espace public et nos difficultés. Après avoir vu tout cela, nos réalités. Individuellement, j'ai envisagé le retour aux études. Je ne pouvais pas travailler avec le niveau que j'avais. Je vais retourner aux études. En deuxième chose, j'ai fait l'évaluation comparative. Donc, mes diplômes universitaires et tous les diplômes, sur les 6 diplômes que j'ai déposés, il y a 2 qui ont été validés. Donc, mon niveau a rétrogradé. Donc, ça, c'était un choc. Ensuite, il y avait beaucoup d'informations à gérer. Beaucoup d'informations en quête d'emploi. Il faut changer le CV, mais ceci, mais cela. On parlait d'expérience canadienne. Donc, voici mes premières difficultés. Ensuite, en tant que mari, parlant avec mon épouse, je sens que les rôles ont changé. Donc, c'est les enfants passaient en premier. Et puis, avec madame, je sens que c'est madame qui avait la gestion financière même de la maison. Parce que lorsque nous sommes allés faire les dossiers pour l'allocation familiale, la dame qui nous a reçus nous a dit mettez le nom de madame d'abord et puis vous allez venir plus en seconde position. Donc, si c'est avec madame, c'est plus facile. Donc, j'ai senti que là, ça va être difficile. Donc, c'est elles qui vont payer, ça va ouvrir le compte bancaire. Et puis, moi, pour l'instant, je ne travaille pas encore, donc c'est l'économie avec laquelle je suis venu. Donc, on sent que déjà, madame a commencé à avoir l'ascendance financière. Ensuite, dans le ménage, on commence à faire la recette. En plus d'accompagner les enfants à l'école, souvent, c'est moi qui vidais la poubelle parce que les filles ne voulaient pas vider la poubelle. Donc, c'est moi qui faisais la poubelle. Alors que l'autre côté, c'est les servantes qui faisaient, les employés de maison qui faisaient, ou les enfants, tu vois, on les forçait à faire. Ici, c'est moi qui faisais. Et puis, je trouvais qu'avec mon épouse, c'était toute discussion. En discussion, on négocie. Discussion, négociation. Donc, j'ai vu que le rôle de ma femme était de plus important que le mien. Ensuite, en tant que père, les enfants, de plus en plus, n'étaient pas trop confortables à l'école, dans leur école, parce qu'il y avait beaucoup de dissensions. Et puis, l'expérience canadienne était un frein pour l'emploi que j'avais souhaité. Et puis, l'intégration sociale a commencé à être difficile au niveau de la famille. C'est vrai qu'on a eu des succès. Il y avait un bon logement adéquat au plan individuel. Je me suis inscrit pour des études. Ma situation administrative a été régularisée parce qu'on a eu tous les papiers. Ensuite, en tant que mari,
il y a eu de la résilience, il y a eu d'entente dans le couple. Ça c'est un succès. Aussi, on partageait, on discutait. On avait une meilleure communication. J'avais pu inscrire mes enfants à l'école. La famille était unie et puis l'environnement dans lequel on vivait était sécuritaire. Et voici quelques succès. Maintenant, comment il fallait s'adapter à l'espace public? On a dû, au plan individuel, envisager quitter. On dit, bon, on va quitter Montréal, on va aller dans une autre province pour pouvoir nous installer. Donc, j'ai prospecté de nouvelles provinces, discuté avec mon épouse, comme en tant que mari. Pour finir, on a dit, bon, OK, on va aller dans une province pour apprendre l'anglais, puisque déjà, nous sommes francophones. En apprenant l'anglais, ça nous fait une deuxième langue qu'on va connaître, ça nous donne beaucoup plus d'expérience. Donc, on a réorienté notre destination au Canada. Nous sommes allés dans la province de l'Ontario. Donc, en tant que père, c'était notre mini-immigration que je faisais avec mes enfants. Et puis, donc, toute la famille est retournée aux études quand nous sommes arrivés en Ontario. Et puis, on a cherché à embrasser une nouvelle carrière. Mais quel est le résultat de cette adaptation? Donc, au plan individuel, j'avais un sentiment d'accomplissement. J'avais un épanouissement moral quand je suis arrivé en Ontario. J'ai vu que les gens étaient un peu plus conviviaux, l'atmosphère était plus paisible. Et puis, mon couple était plus uni. C'est vrai que je me suis résigné à faire des décisions dans le couple, que des décisions concertées. Et en tant que père, il a vu que les enfants également étaient beaucoup plus épanouis, l'environnement était sécuritaire, il y avait une meilleure condition de vie. Et puis, il y avait un meilleur accès à l'éducation. Et enfin, le conseil que je peux donner en tant que père, au plan individuel, quand on parle d'immigration, c'est de renaître dans une nouvelle vie. Et cela nécessite beaucoup de patience. Ça nécessite de l'adaptation et ça nécessite de la résilience. Et en tant que mari, pour ceux qui viennent en tant que mari, couple ici, il est important de pouvoir discuter avec votre partenaire parce que c'est un nouvel environnement, une nouvelle culture, une nouvelle façon de faire. Il est mieux de discuter, de prendre des décisions ensemble. C'est un gage de réussite. Et enfin, en tant que père, pour ceux qui sont venus avec une famille, le socle social, la vie familiale, c'est le socle de la stabilité. Quels que soient les défis qu'on rencontre, si en famille, on se conseille pour discuter, on peut réussir. Donc, voici mon expérience et puis les conseils que je peux donner. Merci beaucoup. S'il y a des questions, plus tard, on pourra les répondre. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci, Denis, de cette expérience enrichissante. On a vu, ça complète un peu la recherche qu'on avait fait. Et maintenant, on va aller chez une professionnelle en établissement qui va nous parler un peu de, de la réalité des demandeurs d'asile francophones. Alors, je passe la parole à Julie. Merci beaucoup Yolande. Bonjour à tout le monde. Je vais vous parler des services de l'auberge parce que ça trait quand même aux services que nous rendons aux demandeurs d'asile rapidement et puis vous parler aussi des processus que connaissent les demandeurs d'asile. Est-ce que tu peux mettre ça en mode présentation avec celui-ci complètement en bas ici? Vous voyez pas ça clairement? OK. C'est pas grave. OK. Vous pouvez voir? Ça va, Yolande, c'est bon? Complètement en bas, il y a comme un petit télé. Comme ça va être en grand. Mais c'est pas grave si ça va. Tu peux continuer ça. OK, merci. Auberge francophone d'accueil et de services aux immigrants, c'est un organisme qui existe depuis 1999 et nous avons notre siège social à Toronto, à Etobicoke. Et notre mandat, c'est vraiment l'intégration des nouveaux arrivants, des minorités raciales, ethnoculturelles francophones qui vivent en Ontario.
L'auberge a vraiment axé ses services selon les besoins des communautés noires francophones de l'Ontario ou de minorités raciales et ethnoculturelles francophones. Quelques activités importantes. Nous avons chaque année, connaissant que la communauté a vraiment des besoins, pour cette période-là, nous faisons la distribution de cadeaux. Un exemple, pendant le COVID, on avait compris que nos communautés avaient quand même besoin de soutien du côté nourriture et on faisait la distribution de nourriture. Nous avons un programme pour le moment qu'on appelle cuisine communautaire. Comme vous le savez, il y a une crise du côté les maisons d'accueil à Toronto. Donc, on a commencé à faire des cuisines communautaires parce que la plupart des demandeurs d'asile qui sont dans des maisons d'accueil, ils restent pendant longtemps et avec la nourriture qu'on leur distribue là-bas, ça pose vraiment des problèmes. À l'auberge, on a commencé un programme de cuisine communautaire pour vraiment inviter les demandeurs d'asile qui sont dans des maisons d'accueil pour qu'ils puissent profiter des repas tropicaux. On a aussi des programmes qui sont axés à la justice, que les gens connaissent leurs droits et responsabilités dans les milieux de travail, leurs droits et responsabilités aussi comme locataires. Les nouveaux arrivants doivent aussi comprendre tout ce qui est racisme, discrimination ou bien harcèlement dans toutes ses formes, que ce soit dans les milieux de travail. Alors, en ce qui concerne la demande d'asile au Canada, le Canada est obligé d'accepter ou de recevoir les demandeurs d'asile par les traités internationaux que le Canada a à s'y faire. Donc, ce n'est pas juste comme ça que le Canada veut recevoir les demandeurs d'asile, mais ce sont des traités qui sont passés avec la Convention de Genève pour pouvoir recevoir les demandeurs d'asile. Alors, quand les demandeurs d'asile arrivent, ils ont vraiment le fardeau de la preuve. Qu'est-ce que j'appelle fardeau de la preuve? Quand vous venez demander l'asile, chaque personne ou chaque demandeur d'asile doit prouver tout ce qu'il est en train de rencontrer ou tout ce qu'il a mis dans son document pour que la commission des réfugiés puisse accepter cette demande. Mais souvent, ce n'est pas facile pour présenter les preuves. Quand on quitte son pays en tant que demandeur d'asile, des fois, on ne se prépare pas. Ça peut être suite à une guerre, on quitte, on laisse tout. Et quand on arrive ici, on n'a pas nécessairement les preuves nécessaires pour prouver votre raison de demande d'asile. Donc, la protection des réfugiés en droit interne. Nous avons les articles qui donnent le droit aux réfugiés de faire cette demande-là. Toute personne ayant quitté son pays d'origine en raison de craintes fondées d'être persécutée ou d'être persécuté du fait de sa race, soit de sa religion ou de sa nationalité ou de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Et ces personnes-là peuvent demander le statut de réfugié au Canada après avoir démontré leur éligibilité au statut. Et ces personnes-là peuvent se trouver au Canada, même s'ils sont arrivés ici comme visiteurs, étudiants ou avec un autre statut, mais s'ils ont des raisons fondées qui est confirmée dans le cadre de la Convention de Genève, ces personnes-là peuvent demander les statuts de réfugiés.
Nous avons des réfugiés qui sont reconnus, on appelle des réfugiés réinstallés, et les demandeurs d'asile. La différence entre les deux, les réfugiés réinstallés, ce sont des gens qui se sont présentés avant d'arriver au Canada dans des camps des réfugiés et ils ont déjà reçu les statuts des réfugiés avant d'arriver au Canada. Ceux-là sont considérés comme des réfugiés et des demandeurs d'asile, ce sont des gens qui viennent au Canada et ils font la demande d'asile. Ils n'ont pas encore les statuts des réfugiés. Alors, les demandeurs d'asile ont quand même un processus à suivre. Quand ils arrivent, ils vont déposer leur demande d'asile à un agent de la commission de statut de réfugié. Et à cette étape-là, la demande peut être recevable ou non. Et quand c'est recevable, maintenant, ça passe à une autre étape pour en faire rencontrer un juge qui va maintenant vous entendre. Quand vous allez avoir cette entrevue avec les juges, vous présentez toutes les preuves nécessaires, là, on peut vous accueillir comme réfugié reconnu et vous pouvez maintenant faire votre demande de résidence permanente. Mais si vous n'êtes pas accepté, en ce moment-là, vous pouvez faire recours et si votre recours n'a pas été accepté, là, on va vous demander de quitter le Canada. Alors, en tant que demandeur d'asile, les gens rencontrent beaucoup de défis. Premièrement, quand on arrive au Canada, on a deux langues officielles qui sont le français et l'anglais. Et ce n'est pas tous les demandeurs d'asile qui parlent le français ou l'anglais. Donc ça, c'est déjà le premier défi que les demandeurs d'asile rencontrent. Parce qu'à l'audience, vous ne pouvez passer votre audience que soit en français ou en anglais. Bien qu'il y a des interprètes, mais c'est différent quand vous devez vous-même vous exprimer et comprendre aussi ce que les juges vous disent, suivre votre entrevue directement, que si ça doit se passer par les interprétations, donc c'est quand même un défi qui est là pour les demandeurs d'asile. Et un autre défi aussi, c'est vraiment le manque d'information. Donc, beaucoup de gens ne comprennent même pas les processus de demande d'asile, leurs droits et les étapes à suivre. Et des fois, dans ces processus-là, ça entraîne beaucoup d'erreurs dans le cas de la soumission de leur demande. Et ça peut vraiment avoir des impacts négatifs pour leur demande d'asile. Et aussi, le fait seulement d'arriver, il y a cet inconnu-là devant vous, vous ne savez pas, est-ce que vous allez être accepté ou non? Et le fait aussi de vous préparer par rapport à votre entrevue, ça vous fait revivre tous les traumatismes, tout ce que vous avez vécu avant de quitter votre pays ou les causes qui ont fait que vous quittez votre pays pour venir demander l'asile ici. Donc, les demandeurs d'asile se mettent à revivre tous ces traumatismes-là, ce qui n'est pas vraiment facile. Et ça leur à ce moment-là, ils commencent à revoir toutes les expériences vécues dans leur pays d'origine. Et notre défi, c'est aussi, comme je l'ai dit, le manque de preuves documentaires. Certains ont du mal à fournir des preuves documentaires de persécution ou de risques. Parce que, comme je l'ai dit,
quand on quitte son pays dans le cadre de ce qu'on est en train de persécution ou d'une guerre, on ne peut pas se préparer à l'avance pour dire que j'aurai besoin de tels documents, j'aurai besoin de telles preuves pour que je sois accepté. Donc, les gens se voient vraiment coincés souvent par rapport à ces preuves-là. Et aussi, quand on est demandeur d'asile, on ne sait pas dans quelles conditions on a quitté son pays. Beaucoup se voient que leurs familles ont été aussi attaquées parce que on a cherché à les joindre, on n'a pas pu les avoir. Qu'est-ce qui arrive des fois? Comment dire, leurs persécuteurs peuvent aussi attaquer les membres de famille. Donc, il y a cette crainte-là des représailles qu'ils ont connues dans leur pays d'origine. Et quand ils arrivent ici, on peut aussi ne pas avoir l'aide juridique. Parce que quand on fait la demande d'aide juridique, on peut soit vous accepter ou vous refuser. Donc, tout ça, c'est vraiment, ce sont des défis que les demandeurs d'asile peuvent rencontrer. Et d'autres demandeurs d'asile, quand ils arrivent, ils n'ont pas de pièces d'identité pour prouver leur pays d'origine. Et alors, en ce moment-là, ils sont directement mis en détention jusqu'à ce qu'ils démontrent qu'ils démontrent les preuves de leur identité, on va les relâcher. Or, ce n'est pas évident quand on est déjà ici de pouvoir présenter ces identités-là ou entrer en contact avec les membres de vos familles qui doivent vous fournir ces preuves d'identité. Alors, le temps que ça prend, vous serez toujours en détention jusqu'à ce que vous allez prouver que vous avez prouvez votre identité. Et là, les services de détention peuvent vous libérer pour commencer votre processus de demande d'asile. Et à ce moment-là, il y a toujours les risques de renvoi dans son pays d'origine. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui connaissent qu'en Australie, par exemple, il y avait une détention pour toutes les personnes qui venaient par bateau de certains pays. Quand ils arrivaient en Australie, on les amenait dans une île en dehors d'Australie pour les garder en détention. Et ça, vous pouvez rester là-bas pendant des années dans cette détention-là. Même les enfants étaient là dans des conditions très, très médiocres. Alors, c'est vraiment une réalité qui se passe dans certains pays. Mais au Canada, c'est seulement quand vous n'avez pas la preuve de votre identité. Il y a aussi la longueur des délais de traitement. Donc, vous êtes là, vous avez déposé votre demande, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez avoir votre audience et vous êtes toujours dans une période incertaine, ne sachant pas c'est quoi votre statut, qu'est-ce qui va arriver après votre entrevue. C'est vraiment un temps de stress parce que vous attendez pendant longtemps. Ceux qui font des demandes de statut ont vraiment cette situation-là. Ils comprennent que c'est un temps où, normalement, à l'auberge, on les assiste même pour... on sait qu'ils ont peut-être un problème de santé mentale, un problème de stress. Il faut les apaiser pour que les gens comprennent que ils vont quand même avoir leur audience. Et pendant ce temps-là, comme vous
vous avez toujours les statuts de demandeur d'asile, bien que en tant que demandeur d'asile, on a droit à plusieurs services, entre autres, vous pouvez vous faire soigner avec les documents fédéraux qu'on donne aux demandeurs d'asile, mais ces documents-là, souvent, ne sont pas très connus à certains endroits, comme dans des cliniques privées, même dans des grands hôpitaux. Des fois, quand les demandeurs d'asile donnent leurs papiers, on ne reconnaît pas ces papiers-là. Ils doivent peut-être contacter des organismes communautaires pour intervenir et expliquer que c'est un papier qui est légal et qui leur donne droit aux services de santé. Mais souvent, ce n'est pas connu. Donc, vous êtes un peu stigmatisé par rapport aux documents que vous portez en tant que demandeur d'asile. Donc, il y a beaucoup de stress et de l'anxiété vécue par les demandeurs d'asile, comme je l'ai dit tantôt, à cause des traumatismes du passé, l'incertitude de l'avenir, les conditions de vie précaires, comme on a vu tous à Toronto avec la crise excessive du logement. Beaucoup de demandeurs d'asile se sont vus, on a vu qu'il y avait des demandeurs d'asile qui dormaient dehors pendant plusieurs jours avant que des institutions comme des églises et des institutions communautaires interviennent. Donc, il y a beaucoup de conditions, beaucoup de situations pas correctes que vivent les demandeurs d'asile. Aussi, ils ne sont pas acceptés facilement pour louer un appartement ou une maison. Les barrières linguistiques, les risques de déportation, l'attente prolongée, l'isolement social, les difficultés financières, les risques de rejet de la demande, les défis liés à la santé mentale. Donc, quand vous passez toutes ces étapes-là, certainement, vous devez être affecté mentalement parce que peut-être à votre arrivée, vous ne vous attendez pas à toutes ces difficultés-là. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est facile à vivre. Donc, les demandeurs d'asile vivent des situations très, très, très complexes. Mais malgré ça, il y a quand même des services que le gouvernement a donné accès aux demandeurs d'asile. Ils peuvent recevoir de l'assistance sociale. Ils peuvent aussi avoir de la représentation légale. Ils ont aussi accès aux cours d'anglais. Les enfants peuvent aussi ont accès aux inscriptions dans toutes les écoles publiques catholiques. Et vous pouvez avoir aussi demandé les numéros d'assurance sociale parce que vous avez le droit d'avoir un permis de travail. Et c'est là où nous, en tant qu'auberge francophone, nous intervenons pour aider les demandeurs d'asile à la recherche d'hébergement, à obtenir de l'aide juridique. Souvent, quand les demandeurs d'asile ne sont pas bien encadrés, bien renseignés, ils peuvent être refusés avec l'aide juridique parce qu'ils ne comprennent pas vraiment des questions et pièges qu'on leur pose avec l'aide juridique. Et puis, vous devez aussi passer des examens médicaux, ouvrir des comptes bancaires. Souvent, les banques refusent le demandeur d'asile à ouvrir des comptes bancaires. Vous devez intervenir pour dire que les documents, là, ce sont des documents légaux et vous pouvez ouvrir un compte bancaire avec ces documents. Donc, on intervient vraiment dans plusieurs institutions pour les demandeurs d'asile. Du côté emploi aussi, ce n'est pas évident pour qu'ils puissent avoir le travail malgré qu'ils ont les permis de travail. Alors, la question que beaucoup de gens se posent, est-ce qu'un demandeur d'asile peut-il perdre leur statut après qu'ils ont été acceptés? Oui.
Après être accepté, vous pouvez toujours, un demandeur d'asile peut perdre son statut pour plusieurs raisons. Si vous aviez dit que vous êtes persécuté dans votre pays d'origine et que vous êtes, une fois que vous êtes accepté, on voit, le Canada remarque que vous êtes rendu dans votre pays d'origine. Donc, c'est comme si ce que vous avez dit à l'immigration, ce n'était pas vrai. Vous avez le risque de perdre votre statut et aussi retourner, être en dehors du Canada pendant une longue période de temps. Ça aussi, un demandeur d'asile qu'on a accepté peut perdre aussi son statut. Ou si les raisons qui étaient dans votre demande n'existaient plus. Là, c'est quand vous êtes en train d'attendre votre statut, mais d'attendre votre audience pour l'entrevue, mais les raisons que vous avez évoquées avant que vous alliez en audience, ces raisons-là n'existent plus. Ou les présidents de votre pays qui maltraitaient les gens, qui étaient votre cible, qui vous persécutaient directement, n'est plus là. Quand vous irez à l'audience, peut-être que la raison de votre audience ne sera plus valable en ce moment-là. Donc, par rapport à la loi, c'est vraiment dit, un réfugié peut aussi perdre son statut si l'obtention de ces statuts résulte directement ou indirectement par des présentations erronées ou sur un fait important quand un objet pertinent ou des réticences sur ce fait. Donc, si ce que vous avez dit ne sont vraiment pas corrects, c'est avéré que ce sont des raisons qui ne sont pas fondées, vous pouvez aussi perdre votre statut. Ou si les demandeurs d'asile avaient omis de mentionner qu'il avait un casier judiciaire, ou il a établi ultérieurement qu'il est interdit des territoires pour criminalité. Ou s'il a oublié aussi de mentionner qu'il avait déjà reçu une mesure de renvoi au Canada. Donc, ce demandeur-là peut aussi perdre son statut. Comme je l'ai dit, les demandeurs d'asile aussi, les résidents permanents, pardon, quand tu es résident permanent, tu peux aussi perdre ton statut de résident permanent pour le non-respect des obligations de résidence ou la réticence à renouveler sa carte de résident permanent. Ou s'il y a une condamnation pour criminalité grave ou pour des infractions telles que le meurtre, la fraude grave ou les trafics de drogue. Il y a aussi des raisons, des motifs de sécurité. Lorsque le résident permanent représente une menace pour la sécurité nationale, une fraude ou une fausse déclaration, une participation à des activités terroristes ou bien une révocation pour des raisons humanitaires, notamment à raison de graves préoccupations liées à la sécurité personnelle ou aux droits de la personne. Toutes ces conditions-là peuvent faire qu'un résident ou les résidents permanents peuvent perdre leur statut. Même quand on est déjà citoyen canadien, on peut toujours perdre son statut. Pour les résidents, pour les citoyens canadiens, on le perd quand il y a révocation de la citoyenneté frauduleuse ou pour la participation à des activités terroristes. Aussi pour des services militaires dans une force armée étrangère en temps de guerre contre le Canada. On peut aussi perdre son statut de citoyenneté canadienne quand il y a raison de double citoyenneté et trahison en même temps. Et révocation pour crime grave en tant que citoyen en double nationalité. Donc, là, c'était vraiment les points clés que je voulais vous présenter aujourd'hui.
Je vous remercie. Merci beaucoup, Julie, et merci de cette présentation très instructive. On va passer la parole à Id pour voir s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a moyen de enlever le share pour qu'on puisse se voir? Oui. Merci beaucoup. Merci à nos panélistes pour leur expertise. Merci à Denis d'avoir partagé votre expérience. Je pense que de nombreux participants ici peuvent s'y identifier, surtout la question du climat et le froid. Donc, je demande à nos participants si vous avez des questions. Nous avons 15 minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager, soit en levant la main comme Kevin. Oui, Kevin. Veuillez activer votre microphone. Merci à tout le monde pour cette belle présentation. J'ai vraiment apprécié le témoignage de Denis et je me suis ressenti aussi là-dedans. Et j'ai une question on a un cas de client qui est demandeuse d'asile. Donc, la prochaine étape, c'est d'aller à son procès pour confirmer toutes ces choses. Mais elle est venue avec un état de grossesse et elle a eu à accoucher ici. Et actuellement, nous sommes en train d'appliquer pour l'allocation canadienne pour enfants. Ça coince un peu au niveau de certains documents concernant son statut, parce que j'ai appelé l'ARC, mais ils ne nous ont pas donné, ils n'ont pas été clairs sur le cas. Ils n'ont pas été clairs sur le cas. Je ne sais pas s'il y a eu des gens qui ont eu à traiter ce genre de cas. Est-ce que c'est possible qu'elle fasse la demande avec peut-être son statut, sa confirmation d'audience? Donc, c'était ça ma préoccupation. Merci. Merci. Indy, je peux répondre? Oui, bien sûr. OK. Merci, Kevin, pour ta question. Une personne qui est demandeur d'asile n'a pas encore son statut permanent comme des résidences ou être réfugié reconnu. L'ARC ne peut pas lui octroyer les fonds d'allocation des enfants. Cependant, le gouvernement a fait que pour ceux-là qui n'ont pas encore l'accès ou qui ne peuvent pas recevoir les fonds au niveau de Revenu Canada, ils peuvent les avoir auprès des services sociaux. Donc, c'est vraiment voir avec son agent social directement il y a des fonds au niveau des allocations des enfants qui remplacent les fonds que le Revenu Canada donne. Donc, elle aura ça en attendant d'être reconnu comme réfugié ou canadien. C'est au niveau de, je sais que Ontario travaille Oui, comme oui. ça, je Vous pense. pouvez Et puis, aussi c'est comme une avance de fonds. Vous pouvez avoir mon numéro pour contacter l'auberge. On peut l'aider avec son agent social. D'accord. Okay. Est-ce que je peux avoir votre numéro, si possible? Je vais le mettre dans le chat. Ok, d'accord. Allô? Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, Julie et Kevin, pour la question. Et maintenant, la deuxième question de Marie-Barbara. Bonjour, merci de m'avoir donné la parole. Normalement, je n'ai pas une question, mais je voulais remercier les panélistes pour cette belle présentation. J'ai beaucoup appris. Bon, je ne suis pas surprise quand même parce que je suis toujours avec le COPA national en tant que T au Centre francophone. Normalement, je voulais dire merci à Yolande, à Denis et Juliette. Et je voulais dire aussi à Denis que, en tant qu'immigrante, venant au Canada, j'ai l'impression que tout le monde a, dès le commencement, c'est toujours un culture choc pour tout le monde. Surtout quand vous venez d'un pays chaud comme
du côté de la Caraïbe. Moi, je viens d'Haïti, c'est un pays chaud. Et regardez aujourd'hui la neige, le froid, oh mon Dieu, sans oublier les défis rencontrés. Donc, c'est une terre de possibilités. On est tous passés par des difficultés, des défis. Et puis, on fait la route. Et merci beaucoup pour le partage. Tu avais beaucoup de courage de partager avec nous ton propre expérience. Et c'est vraiment apprécié. Et merci aussi à Juliette. Julie, j'ai beaucoup appris sur les réfugiés et les demandeurs d'asile. En tant que travailleuse en établissement dans les écoles, j'ai des contacts avec des familles qui sont réfugiées et nouveaux arrivants. Je pense que tout ce que vous avez dit aujourd'hui va m'aider à mieux pouvoir aider les nouveaux arrivants. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup pour le partage, Marie, Barbara. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. En fait, j'arrive pas à lever ma main, je trouve pas. C'est Amina. Oui. Bonjour à tout le monde et merci pour cette rencontre. Moi, j'ai plutôt, disons, c'est une question. Je travaille pour le centre de santé communautaire à Hamilton et je rencontre beaucoup de demandeurs d'asile de tout type, autant qui sont, que je dis, réfugiés, qui viennent, qui fassent la demande ici. Le gros souci qu'on rencontre en général ici en tant que francophone, c'est au niveau des avocats, au fait. On n'a pas vraiment une grosse liste d'avocats que nous, on connaît. On ne peut pas contacter les avocats pour les clients en général. Et la clinique juridique a mis en place une liste, mais cette liste, apparemment, souvent, quand on la donne au client, le client revient pour dire sur 10 qu'il a appelé, il n'y a personne qui veut le prendre à cause de certificats juridiques. Est-ce que en ce moment, quelqu'un dans la salle ou bien quoi pourrait nous donner peut-être une idée pour s'il y a des avocats que vous pouvez partager et qu'on pourrait avoir accès? Parce que c'est ça un des gros problèmes en dehors de toute la liste qu'on peut avoir comme problème. Ça, c'est le plus grand que je rencontre du moins. Merci. Oui, merci Amina pour ta question. À l'auberge, nous avons quelques avocats avec qui nous travaillons. Depuis qu'il y a eu changement de fonds qu'on les paye, on a diminué le montant qu'on paye aux avocats par rapport aux demandeurs d'asile. Beaucoup d'avocats n'aiment plus travailler ou être payés par les services gouvernementaux. Ils préfèrent charger les demandeurs d'asile directement. Mais cependant, ces gens-là, quand ils viennent, ils n'ont pas de ressources financières. Ils sont nouvel arrivants, ils doivent d'abord chercher l'hébergement, chercher le permis de travail et puis commencer le travail. Donc, dans les temps qu'ils doivent présenter leur demande, ils sont souvent dans des centres d'accueil. Donc, ça, c'est mettre les pressions à ces demandeurs d'asile. Nous avons choisi quelques avocats et à qui on a donné des conditions. Parce qu'on a vu que même quand certains avocats, même quand ils acceptaient les certificats d'aide juridique, mais ils demandaient encore à ces demandeurs d'asile de leur ajouter de l'argent, ce qui est comme un cas de fraude. Alors, nous, connaissant cela, on leur dit, soit vous acceptez les certificats d'aide juridique, ou soit vous voulez de l'argent directement d'eux, et nous, on dirigera les gens vers vous, seulement ceux-là qui ont leur certificat juridique. Alors, c'est comme ça que les avocats, connaissant que les clients de l'auberge, on ne peut pas leur demander, en plus de certificats juridiques, d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils respectent cela. Mais je vous dis, que ce soit à Ottawa, à Montréal, plusieurs avocats de nos communautés, de même communauté que les gens qu'ils reçoivent comme clients, je dirais les avocats qui viennent de l'Afrique des Caraïbes, ils n'ont pas, je ne sais pas pour moi, de compassion pour leurs frères et sœurs qui viennent en tant que nouvel arrivants. Parce que nous, moi, je me dis, je connais bien cette souffrance-là quand je me vois en tant que nouvelle arrivante ici au Canada. Je connais les difficultés que moi j'ai connues. J'ai personnellement connu des cas comme ça. Alors,
nous arrivons des fois à intervenir avec des clients qui sont en dehors même de la grande région de Toronto, parler à des avocats qui sont à Montréal ou à Ottawa pour leur dire que, mais vous avez accepté son permis et son certificat juridique, comment vous lui avez encore demandé de l'argent? Donc, c'est comme ça qu'on a choisi quelques avocats avec qui nous travaillons avec. Et au niveau de Niagara, Hamilton, je pense qu'il y a vraiment un problème pour les avocats. Certains avocats quittent le Toronto pour aller rencontrer les clients dans des hôtels. Je ne sais pas si dans votre centre vous les avez, mais sinon, il faut continuer à faire cette recherche-là, établir une très bonne relation avec ces avocats-là pour qu'ils puissent travailler directement avec vos clients. Voilà ce que je peux vous donner comme conseil. Merci beaucoup, Julie. Merci pour votre réponse, Julie. Donc, nous avons un commentaire de la part de Hanan. Elle a dit, j'ai pas vraiment de questions, pourtant je voulais juste remercier les intervenants pour ce beau partage. C'est très touchant vu qu'on est toutes et tous passés par là. Merci pour ton commentaire, Hanan. Aussi, on a une question de la part de Nick. Il dit, pour un père nouvel arrivant qui fait face à des difficultés dans sa famille, quelles sont les ressources qui existent pour accompagner ou référer ce client-là? D'accord, merci beaucoup. Généralement, lorsqu'on arrive, déjà à l'aéroport, pour ceux qui viennent par l'avion, au niveau des services frontaliers, on donne un ensemble de ressources que la personne qui est immigrée au Canada va suivre. Je me souviens dans mon cas particulier, lorsqu'on a fini, on nous a donné des adresses là où on pouvait faire des cours d'immigration, des cours d'intégration. Ensuite, là où on pouvait faire la carte de santé. Donc, c'est un ensemble de ressources qu'on donne. Et très souvent, lorsqu'on arrive nouvellement, on a toujours tendance à suivre quelqu'un qui est déjà établi et qui nous donne ses conseils qu'on suit. La bonne manière serait de suivre les recommandations de l'agence frontalière. Et donc, toujours un livret, un bouquet à l'intérieur duquel il y a toutes les ressources. Par quoi commencer? Pour avoir un logement, pour avoir la carte de santé, pour vous intégrer dans la société. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de chercher sur Internet les organismes communautaires. Lorsqu'on va dans les organismes communautaires, il y a des services pour nouveaux arrivants. Et qu'on s'adresse à eux, ils vont nous donner toutes les ressources dont dispose l'organisme ou d'autres organismes partenaires pour permettre à l'immigrant de s'établir. C'est vrai que ça prend du temps pour s'établir. Cependant, si on le fait de cette façon, on arrive à bien s'intégrer. Mais quand on vient, qu'on a d'autres préoccupations, qu'on va aller plus vite, en nous basant seulement sur les conseils du tuteur que nous reçoit ou la personne qui nous reçoit, souvent, on a des phasages. Je vais donner un petit exemple par rapport à ce que je dis. Moi, avant de venir, je dis que je lisais beaucoup les informations sur le Canada. Et même quand je suis arrivé, je lisais je voyais que le ticket de bus à Montréal, c'était 2,25 $ pour les élèves et puis 3 $, me semble, pour les adultes. Mais le tuteur qui m'avait reçu me dit que c'est même prix pour tout le monde. Bon, je n'étais pas d'accord, mais étant donné que lui, il était ici avant moi, j'ai payé une fois, mais j'étais dans le bus et puis il y a des prospectus dans le bus. Et j'ai vu qu'effectivement, c'est moi qui avais raison. Les élèves avaient leur prix et les adultes avec leur prix. Donc, les fois suivantes, quand j'emportais le bus avec les enfants, j'ai payé le prix des élèves. Donc, c'est un peu ça. Il y a des ressources qui existent. Prenons le temps de chercher ces ressources et puis on va bien intégrer. Sinon, dans le cas contraire, très souvent, on passe à côté, ça nous met du temps pour l'intégrer. Voici les conseils que je peux donner. J'espère que j'ai répondu à la question. Je peux aussi me permettre d'ajouter, suite à la recherche qu'on avait fait avec les personnes nouvellement arrivées, effectivement, quand il s'agit des informations concernant l'emploi, concernant tout ce qui est la vie, on peut le trouver dans les organismes à but non lucratif. Cependant, tout ce qui touche le côté interne de la personne, le côté de partage de défis que je rencontre en tant qu'homme, c'est là qui manque. À l'époque, quand j'avais fait cette recherche, il y avait ce service avec auberge francophone. Et c'était un lieu qui était très important parce que les hommes se retrouvaient et ils discutaient sur les défis qu'ils rencontrent.
il y avait d'autres hommes qui venaient en disant, bah, écoutez, un peu comme ce que Denis a dit, voilà, j'ai eu ça, j'ai fait la résilience, j'ai fait la négociation et ça a aidé, c'était comme un échange mutuel. Mais ce service n'existe pas. Et c'est ça qui est très difficile parce que dans la mentalité et puis dans la culture, on ne se confie pas de ses propres, de ses, comment, d'une réalité un peu cachée, parler de la dépression. On n'en parle pas à tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui est difficile si on ne se retrouve pas à un endroit où on a confiance, quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un. Et c'est là où, à la fin de la recherche, ils avaient fait des recommandations du genre se réunir avec ceux qui étaient déjà là à l'avance et nous parler comme qu'est-ce qu'ils ont fait pour voir aussi et essayer d'ajuster avec notre cas. Donc, c'est quelque chose qui est très important de travailler. Ça arrive, moi, j'ai le chapeau de thérapeute. Ça m'arrive de rencontrer les hommes qui rencontrent aussi ces genres de défis où on travaille au niveau de la thérapie. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci Yolande pour l'ajout. Annick, vous voulez ajouter quelque chose? Merci beaucoup. Merci à Yolande et merci Denis pour avoir apporté pour avoir apporté votre appui. C'est juste que je me disais, si j'étais un père, je viens ici au Canada comme immigrant, ok, première année, après 1 ou 2 années, je me suis établi. Et ça se peut aussi que la violence conjugale, c'est par rapport à moi, parce qu'on sait que beaucoup d'hommes souffrent de la violence conjugale, mais n'en parlent pas. Disons que je suis un père de cette envergure-là. C'est quoi les ressources que j'ai? Moi, je suis travailleur en établissement. Ce papa est venu me voir et me dit, voilà ce qui se passe dans ma famille. Moi, je suis tanné. Mais c'est où? C'est à qui je réfère? Parce que ici, dans la communauté, c'est très rare d'avoir des organismes qui s'occupent des hommes. On fait quoi, mesdames? Merci. Si je peux me permettre de répondre, moi, je pense que vous devez faire un travail et en amont et en aval. En tant que travailleur en établissement, c'est très important si vous rencontrez ces genres de sujets, de faire un travail préventif, c'est-à-dire d'organiser par exemple des ateliers où on parle qu'est-ce qui peut entraîner la violence. Vous allez vous rendre compte que il y a peut-être des petites choses qui, quand on n'arrive pas à négocier, on n'arrive pas à mieux communiquer, ça va traîner, justement, ça va accompagner la violence. C'est très important à ce moment-là, vous invitez les gens, vous invitez les gens qui travaillent pour la violence, disons, dans les organismes où on travaille de la violence, les thérapeutes. Vous pouvez les inviter à discuter pour voir en amont. Mais cependant, ça arrive que les problèmes arrivent au niveau présent. La violence, c'est quelque chose qui a plusieurs visages. Si je porte le chapeau de thérapeute, il y a deux fois, c'est la personne, comment il se sent. Si on regarde dans la recherche, on a vu que il y a certaines personnes, le fait de perdre de privilèges, c'est frustrant. Il y a aussi des cas où on a rencontré des femmes qui ils veulent se venger maintenant. Ils disent, bah, écoutez, j'avais pas assez de pouvoir, maintenant j'ai le pouvoir et voilà ce que je veux faire. Donc, il y a plusieurs cas, et du côté de l'homme, et du côté de la femme, et même du côté de la communauté. Comment je vis mon intégration? Comment je vis quand je sors? Il y a des gens qui ont des sérieux problèmes au niveau de la santé mentale. C'est dû à tous les défis qu'ils ont rencontrés et ils n'ont pas trouvé des solutions. Donc, c'est peut-être aller travailler, avoir des thérapeutes qui pourront discuter avec ces gens-là pour les aider à avoir soit des sessions individuelles ou soit des sessions de couple, justement, pour qu'ils puissent discuter et voir comment améliorer leur façon de communiquer au niveau du couple pour éviter certaines choses. Donc, ça peut être quelque chose individuel, tempérament, ça peut être créé par une réalité, ça peut être le conjoint, ça peut être la communication. Donc, vous pouvez travailler et en aval
et en amont. Si c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Yolande. Merci beaucoup. Notre webinaire touche à sa fin, malheureusement. Il y a Amina qui veut ajouter quelque chose, peut-être dans 1 minute, si vous pouvez être bref. Oui, au fait, merci Yolande, merci Inde. Je voulais juste compléter par rapport à mon collègue Nick, au fait, ce qu'il demande, au fait, parce que effectivement, Yolande a raison, mais on a beau utiliser des ateliers et tout ce que vous voulez, mais ce qu'on veut dire, c'est par là, nous, par exemple, dans notre organisme, on a un, comment dire, un département qui est la violence faite à la femme. OK? C'est visé juste peut-être pour la femme. Il y a des intervenants qui peuvent aider les hommes. Mais ce que nous, on demande, parce que le cas que Nick est en train de parler, moi, j'ai eu un cas comme ça, un homme, il veut, mais il veut parler peut-être à un homme, pas nécessairement à une femme, parce que c'est une violence faite à l'homme. Donc, en tant que travailleur d'établissement, où nous trouvons ces ressources-là, on peut dire, OK, il y a tel organisme qui est spécialisé juste pour les hommes. En fait, je pense que si je me trompe bien, c'est ça que Nick, tu voulais dire, n'est-ce pas? Voilà, donc c'était Euh, vraiment je, ça. je peux peut-être dire quelque chose. Bien sûr qu'il y a l'homme qui va comprendre et appuyer. Cependant, selon l'expérience, juste 2 minutes, et Mhm. l'expérience que moi j'ai eue quand j'ai fait la recherche, les hommes étaient assez curieux de voir une femme qui va s'occuper des hommes. Et au début, c'était pas vraiment accueillant de ma part. Ils me traitaient de féministe, etc. Cependant, quand on a discuté avec ces hommes-là, et on a essayé de voir, ils ont dit, mais c'est vrai, nous, on discute entre nous. Mais pourquoi on veut savoir c'est quoi la vision des femmes vis-à-vis de nous. Moi, je leur ai dit, vous êtes en train de râler, les autres sont en train de râler. Pourquoi on ne veut pas comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Le fait que moi, j'étais une femme, ça leur a dit, et ils avaient cette facilité de dire, qu'est-ce qu'on est? C'est comme si ils parlaient à une femme en disant, voilà ce que moi je fais, parce que les femmes m'ont fait ceci. Et ça, c'était un message qui était beaucoup plus simple. Cependant, est vrai, comme Amina a dit, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus à l'aise avec les collègues hommes. Pourquoi on discute entre eux et on leur parle, par exemple, de leur expérience. C'est ce que je voulais juste ajouter. Merci, Ine, pour les 2 secondes, les 2 minutes ou les 3 minutes d'ajout. Merci, merci beaucoup. Merci à tous nos participants pour votre présence. Merci à nos panélistes et interprètes de langue des signes. Ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Maintenant, pour clôturer, j'aimerais vous informer qu'il y a un sondage. Il va apparaître à la fin du webinaire. Votre avis est très important pour nous. Alors, nous vous encourageons de prendre quelques instants pour remplir les 3 questions, pour répondre aux 3 questions. Merci beaucoup pour votre participation et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, au revoir tout le Au monde. revoir.